Les dinosaures comptent parmi les créatures les plus fascinantes qui aient jamais foulé le sol de la Terre. Il est dommage que nous ne puissions pas connaître Jurassic Park, où nous pourrions voir certaines des créatures les plus cool prendre vie. Mais nous vivons en fait avec des créatures aussi anciennes que les dinosaures, comme les crocodiles et les requins. Ils n'ont pas beaucoup changé depuis leur apparition il y a des millions d'années. Mais la plupart des dinosaures n'ont pas survécu à l'impact de l'astéroïde sur la Terre. D'une certaine manière, l'astéroïde a été un gigantesque bouton de réinitialisation pour la planète. Après avoir frappé la Terre, ce voyageur de l'espace a anéanti presque tous les êtres vivants. Le ciel était couvert de cendres qui bloquaient les rayons du soleil. Les plantes ne pouvaient donc pas pousser, ce qui a affamé un grand nombre d'herbivores. Ils ont donc dû modifier leur régime alimentaire et s'adapter aux nouveaux changements. Certains de ces dinosaures ont été contraints de prendre un nouveau chemin dans la vie, se transformant en certains animaux modernes que nous connaissons aujourd'hui. Si l'astéroïde avait légèrement modifié sa trajectoire, les dinosaures seraient restés l'espèce dominante. Que se serait-il passé si les dinosaures étaient restés ? Tout d'abord, leur évolution se serait déroulée différemment. Peut-être que pendant ces millions d'années, l'homme n'aurait pas évolué pour se retrouver au sommet de la chaîne alimentaire. Imagine un monde où les dinosaures existeraient encore aujourd'hui. Si les dinosaures avaient évolué comme les humains, nous devrions être en concurrence avec eux. Il y avait plusieurs espèces d'humains, mais l'Homo sapiens, autrement dit notre espèce, l'a emporté. Un dinosaure humanoïde ou dinoïde serait quelque chose d'étrange. Tout d'abord, il aurait une apparence différente, plus reptilienne que la nôtre. La taille de nos cerveaux serait différente, et il serait physiquement plus grand et plus fort. Il serait intéressant de mettre côte à côte un humain et un dinoïde. Tout d'abord, les dinoïdes auraient des écailles, contrairement à la peau humaine. Et leurs dents seraient plus tranchantes. Ils n'auraient probablement pas 5 doigts par main, et leurs ongles seraient des griffes acérées. Nous ne savons pas à quoi ressemblerait le son qu'ils émettraient, mais il pourrait être guttural, comme celui des crocodiles. Les dinosaures avaient une très bonne vision comparée aux mammifères, alors on les aurait peut-être vus avec de grands yeux. La population de la Terre a atteint le chiffre impressionnant de 8 milliards d'individus, et nous avons modifié notre environnement pour l'adapter à nos besoins. Cela dit, si les dinoïdes étaient les créatures dominantes, l'environnement se serait alors adapté à eux. En parlant de caractéristiques physiques, les scientifiques ont prédit à quoi ressembleraient les dinoïdes s'ils avaient évolué en créatures intelligentes, marchant debout et dotées de pouces opposables. Ces pouces sont importants pour l'évolution, car ils ont aidé les humains à commencer à utiliser des outils pour se défendre et chasser. La créature ne ressemble peut-être pas au reptile idéal et son apparence n'est peut-être pas flatteuse. Mais si les dinosaures avaient évolué, ces créatures pourraient être ton camarade de classe ou ton collègue de travail. Tous les dinosaures ne se ressemblaient pas, comme le montrent leurs fossiles. Certains étaient gigantesques, tandis que d'autres ressemblaient à n'importe quel animal moderne. Le plus grand dinosaure terrestre était le titanosaure, bien que les mesures ne soient que des estimations approximatives basées sur des os fossilisés. On estime que ce dinosaure mesurait environ 37 mètres de long, et qu'il vivait il y a entre 100 et 95 millions d'années. Il était si massif que son poids équivalait à celui de 18 éléphants actuels. Il y avait des dinosaures partout dans le monde, à différentes époques, sous divers climats et dans plusieurs paysages. Cependant, seul un petit nombre d'entre eux étaient connus pour être des géants. Bien qu'ils soient extrêmement imposants sur le plan physique, ils n'ont pas la taille du cerveau. Certains des dinosaures les plus connus, comme l'allosaure et le stégosaure, avaient un très petit cerveau, comme moi, ce qui signifie qu'il leur aurait été presque impossible d'évoluer correctement pour devenir des êtres intelligents. N'en parlons pas. Mais à la fin de la période du Crétacé, le T-Rex parcourait la Terre. Son cerveau était plus gros que celui de ses homologues Allosaurus, qui avaient des millions d'années de retard. Malgré cela, le cerveau du T-Rex pesait à peine 1 kg. Un cerveau humain pèse près de 1,3 kg. Il aurait été intéressant de voir le T-Rex évoluer en un être intelligent doté de pouces opposables sur ses petites mains en forme de bâton. Contrairement à la croyance populaire, le T-Rex était en fait assez lent, et un humain aurait pu facilement le dépasser. Nous savons donc qu'aujourd'hui, les dinosaures n'auraient pas leur place dans les sports de compétition qui impliquent la course. Nous savons que les dinosaures pouvaient être herbivores ou carnivores. Mais une chose est restée inchangée tout au long de leur évolution. Ils avaient un petit cerveau. D'autres formes de dinosaures existaient également, comme des créatures à longues pattes et à cornes. Dans tous les cas, ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire, même lorsque de petits mammifères faisaient des apparitions.
Il faut savoir que lorsque l'astéroïde a frappé et éliminé les dinosaures, les mammifères ont pris le relais. Si les dinosaures et les mammifères avaient partagé la position dominante dans la chaîne alimentaire et avaient suivi un chemin similaire dans leur évolution, la réalité d'aujourd'hui serait complètement différente de celle que nous connaissons. Les dinosaures auraient un plus gros cerveau et rivaliseraient avec les humains pour le titre de la créature la plus intelligente. L'une des raisons pour lesquelles les humains et les perroquets peuvent parler est la force et la forme de leur langue. Les dinosaures évolués auraient un crâne différent, façonné pour s'adapter à une telle langue, s'ils voulaient parler comme les humains. L'une des raisons pour lesquelles l'homme est arrivé où il est aujourd'hui est qu'il a évolué pour se tenir debout, afin de détecter les prédateurs. C'est l'un des défis que nous avons dû relever pour survivre. Mais quels défis les dinosaures auraient-ils dû relever s'ils étaient déjà les créatures les plus dominantes ? Certains dinosaures à gros cerveau avaient de longues pattes, ce qui leur permettait de courir vite, de détecter les prédateurs et d'attraper de la nourriture, qui autrement aurait été hors de leur portée. Leur évolution aurait été très différente de celle des humains, et peut-être même plus avancée. Leur cerveau aurait pu évoluer vers quelque chose d'impressionnant. Ils auraient pu devenir plus intelligents que nous et posséder des réflexes plus rapides. Imagine des dinosaures découvrant la gravité à la place d'Isaac Newton. Ou un dinosaure écrivant des pièces de théâtre et des poèmes mieux que William Shakespeare. Imagine des dinosaures possédant les connaissances créatives nécessaires pour produire certaines des plus belles œuvres d'art de l'histoire. La musique et le cinéma tourneraient autour de la culture des dinosaures. Et la mode serait d'un autre monde. Nous vivrions en paix avec les dinosaures, mais nous serions certainement en compétition avec eux. La Coupe du Monde verrait des dinosaures et des humains jouer pour leurs équipes nationales. Mais les clubs seraient formés exclusivement d'humains ou de dinosaures. Certaines professions seraient dominées par une seule espèce et les emplois les plus exigeants physiquement seraient occupés par des dinosaures, comme les ouvriers ou les agents de sécurité. Les dinosaures finiraient par dominer le monde, car ils seraient physiquement plus forts que les humains et disposeraient de meilleurs avantages que nous. Les humains, quant à eux, devraient trouver un moyen de suivre les dinosaures. Les mammifères ont emprunté un chemin d'évolution différent. Ils ne sont jamais devenus des bêtes gigantesques comme l'ont fait les dinosaures. Au contraire, leur cerveau s'est développé et a pris de l'ampleur. Même si les humains sont les créatures les plus intelligentes de la planète, ils n'ont pas le plus gros cerveau. Des animaux comme les orques, les baleines, les éléphants et d'autres singes ont un plus gros cerveau. Alors pourquoi sommes-nous plus intelligents qu'eux ? Nous n'en savons rien. Le cerveau est l'organe le plus complexe que nous ayons, et nous en savons si peu à son sujet. Nous ne savons pas exactement pourquoi il est si complexe, ni pourquoi il se comporte de la sorte. Les descendants actuels des dinosaures, comme les corbeaux et les perroquets, ont un cerveau complexe qui leur permet de communiquer, d'utiliser des outils et même de compter. Dans ce cas, plus gros ne veut pas toujours dire meilleur. Le cerveau d'un perroquet est plus petit que celui d'un chat, mais il est bien plus complexe et intelligent que celui de n'importe quel félin. Certains scientifiques affirment que les dinosaures représentés dans les films ne sont pas conformes à 100% à la réalité, et qu'ils avaient des plumes. En termes d'évolution, certains petits dinosaures à plumes auraient pu suivre la voie des primates. Ils auraient évolué vers un primate arboricole, qui aurait également suivi la voie d'une autre espèce humaine. 1994. Il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Vantillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek,
cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange. Dans la Biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la Biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants. Et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont en repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la Biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur, pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorants chimiques ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la Biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité.
tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leurs familles s'inquiétaient et appelaient sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco. Mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Voici Lucas. Son nom est l'acronyme de Last Universal Common Ancestor, dernier ancêtre commun universel d'AQ. C'est une bactérie, et personne ne sait à quoi elle ressemble vraiment. Mais la génétique nous a au moins aidé à la trouver. Tous les êtres vivants ont leur propre code génétique, qu'il convient d'imaginer comme un livre écrit à l'aide d'un alphabet de seulement 4 lettres. A, T, C et G. Elles forment 64 mots, chacun contenant 3 lettres. Et la séquence de ces mots est le code génétique. Toi, moi, un cactus sur le rebord de ta fenêtre, une araignée sur le mur, ce chien dehors. Nous sommes tous apparentés car nos gènes sont écrits dans la même langue. Par exemple, le texte des livres de code des humains et des chimpanzés ne diffère que de 1%. Lucas a vécu 4,5 millions d'années avant que tu ne regardes cette vidéo. Cette bactérie est une graine, et c'est à partir d'elle que l'arbre de la vie sur Terre a poussé. Ce n'était pas la première, mais tout le monde a commencé à partir d'elle. La planète a changé. Au début, il n'y avait que des océans, puis des terres sèches sont apparues. Des montagnes se sont élevées et sont tombées. Les sécheresses ont été suivies de périodes glaciaires. La vie a changé en même temps que la planète. Au début, des organismes unicellulaires sont apparus. Mais des milliards d'années plus tard, la vie est devenue beaucoup plus compliquée. Il y a 600 millions d'années, le visage de la Terre ressemblait à un décor de film de science-fiction. La vie n'existait que dans l'océan et sous la forme d'animaux mystérieux, dont la taille allait d'une boîte d'allumettes à celle d'un requin moderne. Ils ressemblaient à des feuilles d'arbres, des couvertures vivantes, des rubans de tissu ou des sacs remplis de gelée. L'explosion cambrienne a eu lieu il y a 540 millions d'années. Les espèces sont devenues beaucoup plus variées, nombre d'entre elles ayant désormais une tête et une queue, ce qui les aidait à changer de direction dans l'eau. Les ancêtres des poissons, amphibiens, écrevisses, insectes et araignées modernes sont apparus. Ces créatures ressemblaient encore à des monstres de films d'horreur. Toute la vie a été concentrée dans l'eau, mais plus pour longtemps. Il y a 500 millions d'années, les plantes terrestres sont apparues. Les amphibiens les ont suivis sur la terre ferme. Les scientifiques pensent que le premier d'entre eux était Parioscorpio venator.
l'ancêtre de tous les scorpions modernes. Aussi étrange que cela puisse paraître, les graines ne sont apparues qu'il y a 350 millions d'années. Avant cela, toutes les plantes étaient sans graines. Quant aux fleurs, elles n'ont commencé à porter de la joie et de la couleur que 220 millions d'années plus tard. Les fameux dinosaures sont entrés dans leur phase d'évolution il y a 240 millions d'années. Carnivores ou herbivores, terrestres ou volants, énormes ou minuscules, ils ont régné sur la planète pendant des millions d'années. Mais à l'ombre des lézards géants, d'étranges animaux sont apparus. Ils étaient couverts de fourrure et nourrissaient leurs petits avec du lait. C'étaient les premiers mammifères, ressemblant à un mélange de furets, de rats et de chats. C'étaient probablement des chasseurs nocturnes et ils vivaient dans les arbres. Il y a 66 millions d'années, les dinosaures ont disparu, mais les oiseaux, leurs descendants, sont restés. Et 20 millions d'années plus tard, les premiers primates sont apparus. Les anciens lémuriens étaient probablement leurs ancêtres directs. Faisons un bond en avant, jusqu'à il y a 5 millions d'années, et des primates à l'apparence humaine s'installent déjà en Afrique. Les animaux sauvages ne sont plus désormais leur seul problème. Il fait de plus en plus froid. La nourriture est rare, les jungles ont diminué, et se cacher dans les arbres devient plus difficile. Le froid était un problème universel à l'époque. D'immenses glaciers sont apparus sur la planète, absorbant d'énormes volumes d'eau. Les jungles se sont transformés en savanes sèches. Les premiers hominidés se sont adaptés pour survivre dans ce nouvel environnement. La faim a poussé les singes à quitter la forêt pour se réfugier dans les espaces ouverts. Il y avait de la nourriture, mais le danger rôdait partout. Petit à petit, les primates ont appris à marcher sur leurs pattes arrière. Cela les a aidés à repérer les ennemis plus rapidement et à se diriger plus facilement dans les hautes herbes. Avec leurs mains libres, ils pouvaient faire des signaux à leurs proches ou lancer des pierres. 1 million d'années à vivre dans la savane ont fait d'eux des homininés. Pas encore des humains, mais plus vraiment des animaux non plus. Les primates qui n'ont pas quitté la jungle sont devenus les ancêtres des chimpanzés. C'est pourquoi nous sommes si semblables à eux. L'évolution humaine n'est pas une simple ligne de temps. Imagine une série avec des dizaines de saisons qui se déroulent en parallèle, mais qui se croisent les unes avec les autres. Chacune racontant l'histoire d'un hominidé spécifique. Les scientifiques ont convenu d'appeler ces animaux des primates. Toi, moi, tes parents et tes amis sommes des Homo sapiens. Et nous ne sommes qu'une des espèces de ce genre. Mais le problème, c'est que des épisodes entiers de la série ont été perdus et que certaines scènes cruciales ont été coupées de l'intrigue. Il y a 2,4 millions d'années, une partie des homoninés a évolué pour devenir les premiers humains. Ils ont été surnommés Homo habilis ou hommes bricoleurs. Ils n'étaient pas plus grands qu'un chimpanzé moderne et fabriquaient des outils primitifs en pierre. Et c'est ainsi que commence la série appelée Évolution. Homo ergaster ou homme travailleur est apparu voici 1,8 à 1,5 million d'années. Cette version humaine savait fabriquer des outils et était un excellent coureur, ce qui en faisait un bon chasseur. Homo ergaster aurait pu apprendre une chose ou deux aux athlètes professionnels modernes. Cette espèce vivait dans des conditions de sécheresse sévères et a perdu presque tous ses poils corporels. Homo erectus, ou homme debout, est très probablement apparu en Afrique à peu près à la même époque. Mais il a été le premier à se rendre en Asie. Les scientifiques se demandent si ces espèces et une douzaine d'autres hominidés ont évolué les uns vers les autres ou se sont développés en parallèle. Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans. Après 200 000 ans, nos ancêtres ont quitté l'Afrique et sont partis peupler le monde entier. Le changement climatique est devenu leur feu vert pour la migration. À l'époque, l'Afrique s'est transformée en un désert aride et nos ancêtres sont partis à la recherche de nourriture. Dans les terres inconnues, ils ont aussi rencontré d'autres peuples. Les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie occidentale. À cause des glaciers, l'Europe ressemblait à un congélateur, mais les Néandertaliens s'y sentaient bien. Leur grand nez réchauffait l'air froid qui le traversait, et leurs muscles et leur endurance les aidaient à marcher dans la neige. L'homme de Solo vivait dans l'Indonésie moderne, et non loin de là, sur l'île de Flores, des individus étonnants et solitaires ont évolué. On les a littéralement surnommés les hobbits. Ils pesaient environ 25 kilos et ne mesuraient pas plus d'1 mètre. Pourtant, contrairement à leurs homologues tolkieniens, qui aimaient s'asseoir près de la cheminée et s'amuser, les vrais hobbits étaient vraiment d'excellents chasseurs. En 2010, des archéologues ont fouillé la grotte Denisova, en Sibérie. Ils y ont trouvé une partie d'un doigt appartenant à un hominidé encore inconnu de la science. Ils l'ont appelé l'homme de Denisova. Au cours des millénaires à venir, tous les homos, sauf les sapiens, ont disparu.
Nous n'étions pas les plus forts, ni les plus rapides. Mais la communication nous a beaucoup aidés. Les Homo sapiens parlaient, planifiaient leur avenir et se transmettaient des idées. Le cerveau des premiers individus n'était pas différent du nôtre, mais leur capacité cognitive l'était. Ils n'étaient pas aussi doués pour se souvenir de nouvelles choses, communiquer entre eux, discuter de phénomènes et d'objets. Le cerveau d'Homo sapiens était flexible. Grâce à cela, les humains se sont progressivement adaptés à de nouvelles conditions et ont changé grâce à l'expérience. Les paléontologues affirment qu'Homo erectus a utilisé des haches en pierre similaires pendant 1 million d'années. Son homologue sapiens ne s'est jamais arrêté et a continué à améliorer ses outils. Il a inventé l'arc et les flèches, les aiguilles pour coudre les vêtements, les hameçons pour la pêche et le couteau en pierre. Il a éclairé sa grotte non seulement avec du feu, mais aussi avec une lampe à huile primitive. Il a continué à évoluer et le fait encore aujourd'hui. Notre développement en tant qu'espèce est influencé par l'environnement, l'alimentation et la technologie. Par exemple, il y a 40 000 ans, un humain mesurait en moyenne 1,80 m. Nous avons rapetissé pendant des millénaires, mais aujourd'hui, les gens sont de nouveau de plus en plus grands. Les chercheurs pensent que c'est grâce à une meilleure nutrition et une meilleure santé. Les individus les plus grands vivent aujourd'hui aux Pays-Bas. Leur taille est similaire à celle des premiers Homo sapiens. Nos cerveaux rétrécissent aussi. Les humains d'autrefois les avaient 10% plus gros. Pour les premiers humains, la survie était la question la plus importante. Aujourd'hui, les gens vivent globalement en sécurité, si bien que leur cerveau continue de rétrécir.